Donc je vais donc maintenant appeler Hubert Comon et la transition va être extrêmement facile en fait puisqu'on a eu un commentaire qui est si les algorithmes, si les protocoles de vote étaient certifiés par les critères communs, alors on aurait une preuve. Et je pense que c'est un commentaire qui est très intéressant et Hubert justement va nous parler des preuves et va peut-être nous expliquer c'est quoi finalement une preuve en fait. Donc Hubert Comon est professeur à l'ENS Cachan, qui devient l'ENS Paris-Saclay, après avoir été chercheur au CNRS pendant une quinzaine d'années. Donc ces recherches ont d'abord porté sur la démonstration automatique, puis sur la vérification. Et depuis une quinzaine d'années, Hubert s'intéresse à l'étude formelle des protocoles de sécurité. Alors Hubert Comon a reçu en 2008 la médaille d'argent du CNRS. Et puis, très récemment, je pense que ça date du mois d'octobre, donc Hubert est devenu membre de l'Institut universitaire de France. Et donc aujourd'hui, il nous parle des preuves, qu'est-ce que l'on est capable de prouver dans la sécurité des communications. Voilà, donc je suis le dernier orateur. Donc je voudrais terminer par un message optimiste. Donc on a eu hier des tas de... Enfin, ça faisait vraiment peur hein, hier. Je veux dire, hier matin, moi j'avais peur. Hein. On a vu qu'on ne pouvait pas se protéger contre les malwares. On a vu des exemples d'attaques en pagaille. Donc voilà, moi je voudrais donner un message plus positif. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, ce n'est pas seulement la sécurité des communications, ça concerne aussi la sécurité tout court. Voilà. Et je vais commencer par donner la conclusion. Hein, mais bon, ça va être quand même débattu hein, au cours de l'exposé. Donc la réponse, oui, voilà, on va pouvoir prouver la sécurité des communications. Mais après, je mettrai des bémols après. Hein. On peut prouver la sécurité de manière générale. Par exemple, ce qui m'avait frappé, j'ai pas eu la présence d'esprit de... Il est là, Jean-Yves Marion, il est parti. J'ai pas eu la présence d'esprit de poser la question à Jean-Yves Marion, mais on peut imaginer quand même d'autres choses que la course entre les hackers et les contre-mesures, enfin la détection de virus. Quoi. On peut essayer, et pareil pour toutes les attaques cryptographiques. On n'est pas seulement dans ce cycle infernal. Il y a des hackers qui cherchent des attaques, je trouve une contre-mesure et je recommence, etc. On peut imaginer quelque chose. Par exemple, je prouve que la sécurité. Si je prouve la sécurité, c'est point final. Voilà. Okay. Alors, vous allez voir qu'il y a des bémols. Hein. Je vais expliquer qu'il y a des petites... que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais on pourrait imaginer, bon, par exemple, pour les malwares, c'est la question que je poserai à Jean-Yves Marion, la prochaine fois que je le verrai. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas... On n'a pas un certificat, donc on ne se focalise pas sur le fait que le programme contient une preuve qui fait bien ce qu'il doit faire, et pas autre chose, on a un certificat qu'on peut vérifier, okay, et on ne télécharge que les applications qui contiennent ce certificat. Dans ce cas-là, on est sûr qu'il n'y a pas de virus. Et non, il peut y avoir des applications qui n'ont pas de virus et qu'on ne téléchargera pas parce qu'on n'a pas de certificat. Ça, c'est possible. Hein. Mais on pourrait diriger notre recherche plutôt vers les preuves. Alors les preuves, le premier problème, c'est que c'est facile à vérifier algorithmiquement, mais c'est très dur à trouver. Okay. Donc effectivement, ça va être le problème général. Hein. On ne peut pas, de manière générale, vous savez, il y a un certain Kurt Gödel qui a montré que de toute façon, il y a des propriétés sémantiques qu'on ne pourra jamais atteindre par des preuves. Donc, ça se peut malheureusement qu'on tombe dans ce trou-là et puis qu'on ne puisse pas faire de preuves. Et puis même, de toute façon, même si on peut en faire, la plupart des systèmes logiques ne peuvent pas, il n'y a pas d'algorithme de décision. On ne peut pas trouver des preuves à coup sûr, même s'il y en a. Ok, alors maintenant je reviens, c'est mon introduction qui vous projette déjà à la fin, mais il va y avoir des petits... bon, ça ne va pas être si simple que ça dans la suite, vous allez voir. Bon. Alors là, je vais me focaliser sur les communications. Bon, alors on a parlé... Bon, je vais aller assez vite parce que... Bon, les communications, il y a plusieurs types de communications. Hein, les communications Internet, sans fil, les réseaux ad hoc. Et ce que j'ai entendu hier, que j'ai rajouté ici, c'est vrai, la surface augmente. Il y a de plus en plus d'applications qui vont utiliser des communications qui doivent être sécurisées pour différentes raisons. Je ne vais pas refaire un tableau noir de la situation.
mais juste pour rappeler que c'est important. Les communications, il y en a partout. Voilà. Et les communications sont assurées par des protocoles. Alors là, on a déjà eu Steve qui nous a parlé de protocoles à l'instant. Stéphanie Delaune aussi a fait un exposé où elle expliquait ce que c'était que les protocoles. Donc les protocoles, ce sont des programmes. Alors, évidemment, comme c'est une communication, il y a plusieurs parties. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc chacune des parties, je vais en donner un exemple concret simple. Un émetteur et un récepteur, et chacun exécute un programme. Un programme qui peut faire des envois ou des réceptions. Et chacun de ces protocoles s'appuie sur des bibliothèques cryptographiques qu'il a en local. Voilà. Donc là, ce que je vais choisir de faire, là, c'est de donner un exemple. Parce qu'on aime bien les exemples, c'est quand même bien. Alors j'ai pris l'exemple de protocole. Quand j'arrive au CNRS avec ma carte du CNRS, je suis face au portail d'entrée. Vous avez été face au portail d'entrée. J'approche ma carte et le portail s'ouvre, je rentre, parce que je suis un utilisateur autorisé pour cette action de rentrer dans les locaux du CNRS. Donc l'objectif, évidemment, là, ça veut dire que sur les deux, il y a une communication entre la carte, ici à RFID, et le portail. Je vais appeler L par la suite, le lecteur, je crois. Et l'objectif des protocoles, donc des deux programmes qui sont embarqués sur la carte et sur le lecteur, c'est que la porte s'ouvre si et seulement si j'ai droit d'accéder au CNRS. OK. Alors là, j'ai commencé à être un peu plus entré dans un détail. Alors là, ce détail, c'est un exemple fake. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas le vrai protocole utilisé par la carte CNRS que je ne connais pas. J'imagine que le CNRS a fait appel à une société externe pour produire ces cartes, qui ne produit pas, malheureusement, le code source de son protocole. Donc je ne sais pas quel est le protocole qu'il y a. Mais j'ai donné ici un protocole vraisemblable qui pourrait avoir cette action-là. Alors, donc là, j'ai le lecteur et HCL, c'est moi. Voilà. Alors, au début, ce qui se passe, c'est que j'approche ma carte. Bon, le lecteur, il est connecté il a une source d'énergie, donc il émet des signaux en permanence. Et à un moment, il reconnaît qu'il y a une carte à côté de lui. Donc, qu'est-ce que fait le lecteur quand il reconnaît qu'il y a une carte à côté de lui? Il fait NewR. Alors, NewNR, j'ai hésité à le mettre en explicite, mais j'ai une syntaxe un peu abstraite pour gagner de la place. Là. Mais il fait NewNR, il engendre un nouveau nombre aléatoire. Donc, voilà, NewNR, nouveau nombre aléatoire, et il l'envoie à ma carte. Donc ça, vous pouvez déchiffrer cette ligne, ça veut dire le lecteur engendre un nombre aléatoire et me l'envoie. Il l'envoie à ma carte. Moi, je ne fais rien. OK, ma carte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit ce nombre aléatoire. Donc elle sait que, ça y est, le portail me demande quelque chose. Moi-même, enfin ma carte, engendre elle-même un nouveau nombre aléatoire, appelé NT, et j'envoie au portail ces messages. Donc mon nom, c'est moi Hubert Comont. Voilà mon nombre aléatoire. Et là, j'ai un message qui permet de m'authentifier. Donc c'est le hash. Donc le hash, c'est les fonctions de hachage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est dans la salle. Bon, enfin, de toute façon, je reviendrai sur les propriétés éventuelles des fonctions de hachage, mais disons, on hash, donc on comprime. Alors là, il y a aussi une autre opération qui est le plus entouré, qui est le OU exclusif. Donc on fait juste la somme bit à bit des deux nombres aléatoires, et c'est une fonction de hachage qui a une clé. Alors, vous pouvez imaginer, si ça vous gêne, vous mettez un OU exclusif ici, si vous voulez, ce sera une fonction de hachage particulière, mais j'imagine que j'ai une famille de fonctions de hachage qui dépendent d'une clé, et cette clé, c'est une clé que je partage avec le CNRS. Alors, le CNRS, au moment de me délivrer ma carte, il a engendré une clé qu'il a mis dans un grand tableau avec voilà, Hubert Comont, telle clé, et moi, elle est sur ma carte. Voilà, donc ça, et une fois, ce qu'on espère ici, c'est que quand on a exécuté, quand le lecteur a reçu ce message, alors je vais être un peu plus précis dans un instant, eh bien, il est convaincu que je suis une personne autorisée, donc que je peux rentrer. Alors je vais être un peu plus détaillé, parce que
tous les problèmes sont dans les détails. Alors, on va regarder le programme de L en langage quand même assez haut niveau. Hein. Donc, le programme de L, qu'est-ce qu'il fait? Bon, d'abord, je ne fais pas le ping de début. Au début, qu'est-ce qu'il fait? Il engendre un nombre aléatoire, NR, il le mémorise, okay, c'est important, et il l'envoie à la carte, X. Là, X, c'est HCL. Ensuite, la réponse de ma carte, à moi, c'est ID, donc mon identité, et puis deux suites de bits, en fait. Hein. A priori, c'est 2 suites de bits que j'appelle X et Y. Okay. Évidemment, comme le lecteur ne connaît pas, a priori, mon nombre aléatoire, puisque c'est moi qui l'ai engendré de mon côté, il n'y a pas eu de transmission, pour lui, c'est juste une suite de bits. Okay. Et il y a le résultat du hachage qui est aussi une suite de bits. Et ce que fait, en fait, le lecteur, à ce moment-là, c'est qu'il va rechercher dans sa table la clé qui correspond à X. Donc ici, la clé, si je suis un utilisateur enregistré, il doit trouver une clé correspondant à mon nom. Et s'il n'y en a pas, il n'ouvre pas la porte. Il s'arrête, il n'ouvre pas la porte. Donc il a trouvé ma clé, supposons. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule, il prend le nombre aléatoire qu'il a mémorisé ici, il fait ou exclusif avec ce qu'il pense être mon nombre aléatoire, donc le X, okay, et il hache ça avec ma clé qu'il a retrouvée dans la table. Si ça, c'est égal au dernier message qu'il a reçu, il ouvre la porte. Et si ce n'est pas égal, il échoue. Alors pourquoi, a priori, ce protocole permet d'assurer la propriété que je rentre si et seulement si je suis une personne autorisée? D'abord, si je suis une personne autorisée, si je suis une personne autorisée, ici je vais avoir envoyé, je n'ai pas triché, ce n'est pas une carte, une fausse carte, donc j'ai bien envoyé mon nombre aléatoire, ici j'ai bien envoyé ça, donc évidemment, X c'est NT et c'est égal à ça. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, le seulement si, et c'est pour ça que là j'ai, alors je vais essayer de détailler une fausse preuve du seulement si. Si j'ai l'égalité avec ce hachage, c'est nécessairement que je possédais la clé K. Parce que si je ne possède pas la clé K, je ne peux pas produire un message qui a cette tête-là. Pardon, cette tête-là. Donc c'est que j'ai la clé K. Si j'ai la clé K, le seul problème qui pourrait se produire, c'est si l'attaquant a récupéré un ancien message qui utilisait aussi la clé K, et donc en reproduisant ce message, il permet une attaque par rejeu. Et c'est à ça que servent les nombres aléatoires. Ici, c'est à éviter que les attaques par rejeu. Voilà. Un peu plus technique, hein, mais bon. Les preuves, c'est assez compliqué, en fin de compte. Hein, mais... Alors, en fait, ça ne marche pas, il y a une attaque, très simple, hein, c'est pour ça que je la présente. Alors, que va faire l'attaquant? J'ai remis le protocole tel quel, hein, je n'ai rien changé là, par rapport au transparent précédent. Vous pouvez vérifier si vous n'avez pas mémorisé, voilà, c'est la même chose. J'ai fait copier-coller. Hein. Donc l'attaque, peut-être que vous avez une idée de l'attaque. Qui est-ce qui a une idée? Je ne vais pas la demander parce que ça prend trop de temps, mais une personne a une idée. Bon, vous avez vérifié. Voilà, mais je ne la demande pas parce que je ne suis pas en train d'interroger les élèves. Alors, je suppose qu'il y a un intrus. Et mon intrus, il lui faut un petit peu de matériel, il lui faut un lecteur de cartes RFID et une carte RFID qui peut programmer. Donc ça ne coûte pas cher. Hein, ça commence à 40 € sur le web, vous pouvez chercher, c'est facile à obtenir. Donc il possède un lecteur et quand je passe, et il récupère effectivement tout ça. D'accord? Il le stocke sur son ordinateur. Okay? Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il modifie sa carte à lui, la carte qu'il a achetée, et pour qu'elle fasse ce qui suit. Il se présente à la porte avec une carte qui ne respecte pas le protocole, bien sûr. Il arrive, donc là, évidemment, le lecteur va lui envoyer un défi, un challenge, qui n'est pas le même que le mien, forcément, hein, puisque c'est à ça que sert le nombre aléatoire engendré à chaque fois que quelqu'un passe. Il m'envoie un nouveau nombre aléatoire qui s'appelle n primaire, ici.
Alors, ce que va faire l'intrus, il va prétendre qu'il est moi. Il va dire je suis Hubert Caumont, ok. Mais au lieu d'engendrer son propre nombre aléatoire, il va envoyer ce truc-là. D'accord? Donc, il faut remplacer x par ce truc-là. Donc, qui est la somme du nombre aléatoire qui est là, et puis de celui-là et de celui-là qu'il a écouté lors de la transmission précédente. Et là, il recopie juste ce qu'il avait eu avant. Ok? Donc, que fait le lecteur? Il vérifie ça. Ok? C'est ce que j'ai dit dans le transparent précédent, c'est son programme. Il se trouve que c'est le cas, parce que si je fais ça ou exclusif n primaire, ça me donne bien nr plus nt. C'était l'attaque à laquelle vous avez pensé? Donc, effectivement, là, je vais pouvoir passer sans problème. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, je n'essaierai pas de déployer cette attaque sur le CNAS parce que je pense que ça poserait des problèmes, ça me poserait des problèmes, mais bon, c'est vraisemblable, hein, ce protocole-là. Alors, les protocoles comme ça, les protocoles donc pour les cartes RFID, etc., il y en a beaucoup qui ne sont pas publics. Parce qu'il y a des centaines de protocoles, notamment avec l'Internet des objets. Là, il y a des protocoles de toute nature qui sont développés. Celui-là, c'est un protocole low cost, c'est-à-dire qui ne demande pas de calcul, puisque moi, sur ma carte, j'ai des ressources limitées, donc il y a peu de calculs à faire. Il y a juste un O exclusif et un H, c'est tout. Donc ça, c'est des protocoles d'authentification très bon marché en temps de calcul. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont publiés comme ça, et celui-là, il a été publié. Donc voilà. Donc c'est pas impossible que ce soit celui-là. OK. Alors, là, je reviens, je développe. Donc maintenant, on sait de quoi on parle. Ce qu'on veut, c'est essayer de voir si des protocoles comme celui que j'ai montré, je peux prouver qu'il n'y a pas d'attaque comme celle que j'ai montrée, donc qui sont sûrs. C'est ça l'objectif. Et s'ils sont sûrs, voilà, on n'a plus à se faire de soucis. Bon, alors là, c'est aussi ce que j'ai mentionné au début. Pourquoi l'épreuve? Parce que je ne veux pas sans arrêt avoir à faire un aller-retour entre trouver des attaques, réparer le programme, retrouver des attaques. Et j'ai mis Computer and Communication Security en titre parce que, en réalité, si on va à la grande conférence de l'ACM sur la sécurité, qui s'appelle Computer and Communication Security, un tiers des articles, c'est ça. Donc c'est encore comme ça aujourd'hui, beaucoup. Quand je dis un tiers, je même sous-estime peut-être la réalité. Hein. Et ça, bon, ça permet de produire des tas d'articles, parce qu'évidemment, le même protocole, on le répare, on le réattaque, on le répare, on le réattaque. Mais en dehors d'augmenter son nombre de publications, c'est quand même pas, pour les scientifiques, c'est quand même pas très satisfaisant. Donc là, pour rompre le cycle, il faut faire des preuves formelles de sécurité. Voilà. Alors, quels sont les obstacles? Alors, les obstacles pour les preuves formelles, la première chose, c'est que les sources ne sont pas toujours disponibles. Moi, je suis preneur, s'il y a parmi vous des gens qui déploient ou qui veulent déployer des protocoles, des petits protocoles comme ça, je suis preneur d'exemples. Évidemment, je ne dirai rien à personne, même si je trouve des attaques. Je signerai un NDA, il n'y a pas de problème. Mais même comme ça, la plupart des constructeurs ne veulent pas donner leurs sources. Voilà. Et donc, c'est un problème, le premier obstacle, le plus important pour les preuves formelles de sécurité. Donc, évidemment, cette remarque des sources disponibles, elle a été faite déjà hier par Marc-Olivier, elle a été faite à de nombreuses reprises aujourd'hui, mais bon, on enfonce le clou. Hein. C'est vraiment pour la recherche, c'est l'obstacle le plus important, je dirais. Alors, la sécurité, alors qu'on sait que la sécurité par obscurité, c'est une erreur, et on le sait depuis longtemps. Alors, je vais énoncer, je ne sais pas si, j'ai peut-être pas trouvé, il y a un exemple qui me paraît convaincant, mais je vais donner quelques exemples historiques. Bon, le premier, c'est que, déjà, la sécurité par obscurité a été mentionnée comme étant une erreur, déjà dès le XIXe siècle. Bon, il y a Kerckhoff, qui était cité déjà, mais aussi Shannon, par exemple, qui sont des personnalités quand même très reconnues. Essentiellement, les raisons qui sont invoquées, c'est la facilité, et c'est encore aujourd'hui le cas,
la facilité de modifier, quand on s'aperçoit qu'il y a une faille, de modifier l'application de manière à combler cette faille. Donc, par exemple, si on ne sait pas, si la seule chose qui est secrète, c'est la clé, c'est très facile une clé compromise de la mettre à jour, et en plus ça ne concerne qu'une personne, alors que si c'est l'application elle-même, il faut retirer l'application. Ça a des conséquences différentes. On peut dire que la machine Enigma, elle rentre aussi dans cette catégorie, puisque je ne sais pas qu'est-ce que les Allemands avaient en tête dans la Deuxième Guerre mondiale, mais disons, ils se reposaient aussi sur le fait que leur machine n'était pas... C'est eux qui l'avaient, et puis personne d'autre. Donc voilà. Alors un jour, donc là l'idée c'est plutôt que c'est illusoire de penser que ça restera toujours secret. Voilà. La machine Enigma, un jour il y a un sous-marin qui s'est fait prendre et les Alliés ont récupéré la machine. Voilà. Bon. Après il faut faire un travail de cryptanalyse, ce n'était pas fini, mais je veux dire que le code soit secret, ça ne marche pas longtemps. Alors je vais raconter une dernière histoire je crois que je ne sais plus qui c'est, Steve qui l'a évoqué l'histoire de CryptoSense. Donc Graham Steele n'est pas dans la salle. Donc l'histoire de CryptoSense, donc ça c'est quelque chose qui s'est produit pas loin, donc voilà. Steve Kramer, Stéphanie Delon et Graham Steele ont analysé un standard pour les périphériques de sécurité. Il y avait une petite photo du périphérique de sécurité qui était donnée dans l'exposé précédent. Donc un périphérique de sécurité est censé conserver vos secrets, vos mots de passe, vos clés, etc. Et puis vous pouvez le trimballer avec vous pour l'utiliser, vos mots de passe, sur un autre ordinateur, en toute sécurité, évidemment. C'est ça l'objectif, c'est que même si on vole votre clé, on ne pourra pas voler vos secrets. Donc le standard, ce qu'ont montré donc Stéphanie et Graham, c'est que le standard avait des attaques assez simples, même très simples. OK. Donc là, ils écrivent un article, il est publié, très bien. Et après, Graham, lui, il a fait un effort supplémentaire. Il a écrit à tous les constructeurs de ces périphériques de sécurité. Il leur a envoyé un message en disant, voilà, nous avons trouvé des attaques sur le standard, vous construisez des périphériques de sécurité, peut-être que je peux vous aider à les améliorer. D'accord ? Alors, sur les constructeurs qui ont été contactés, la moitié ont répondu, je crois, et la moitié qui a répondu, ils ont tous dit, nous sommes au courant de ces attaques, elles n'apparaissent pas dans notre produit, nous n'avons pas besoin de vos services. Bon, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais elle ne s'arrête pas là. Graham Steele, là, il a eu le courage et l'énergie de acheter tous les périphériques de sécurité et de faire le reverse engineering de tous les périphériques de sécurité. Donc il a... Et comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, ils étaient tous vulnérables, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc là, à ce stade, il a publié, il a projeté, finalement il a publié les attaques avec les noms des constructeurs. Évidemment, là, les constructeurs n'étaient pas du tout contents. Mais ils n'ont toujours pas, ça n'a pas changé la pratique. C'est-à-dire qu'ensuite, ils ont été recontactés, ça n'a pas changé leur pratique. En revanche, il a pu monter sa start-up, CryptoSense, vous pouvez chercher sur Internet, CryptoSense, qui, elle, s'adresse plutôt aux utilisateurs des périphériques de sécurité. Donc les utilisateurs, eux, évidemment, ça a fait la une des journaux, enfin pas la une, mais ils ont été reportés dans le New York Times, etc. Donc les utilisateurs se sont inquiétés, et eux, ils ont écrit à Graham. Voilà. Eux, ils ont écrit à Graham, et donc et maintenant, il peut évaluer les risques pour les clients. Et voilà. Ok. Bon, je vais plus vite, donc je pensais que j'étais plus lent que ça. Donc, à l'inverse des protocoles, on a vu, bien sûr, il y a des attaques encore sur TLS, SSL, HTTPS, les protocoles Internet. Mais je dirais, il y a aussi des versions de SSL, typiquement open source, qui sont prouvées. Et il n'y a pas d'attaque sur celles-là, elles sont prouvées, d'accord ? Donc effectivement, les attaques qui arrivent aujourd'hui sur ces protocoles, c'est plutôt des attaques
D'abord qu'il y a beaucoup d'implémentations de tout ça, donc il peut y avoir des faiblesses dans les implémentations, et puis il y a aussi des problèmes de compatibilité. Par exemple, on a vu que il faut commencer dans le protocole. Le protocole lui-même est peut-être sûr, mais avant ça, il faut échanger, il faut négocier l'algorithme de chiffrement, il faut négocier la taille des clés, etc. Et là-dessus, effectivement, si l'attaquant, comme on l'a vu hier, peut forcer à ce qu'on négocie une taille de clé qui est petite, à ce moment-là, l'attaquant va aussi pouvoir déchiffrer. Mais ce n'est pas comparé de toute façon aux autres protocoles, c'est incomparablement plus sûr quand même. Voilà. C'est des protocoles qui sont beaucoup plus sûrs parce que leurs spécifications au minimum étaient publiques. Alors, quels sont les obstacles ? Deuxième obstacle. Donc, je vais aller plus vite, mais c'est... Alors là aussi, j'ai écrit ça formellement. Notre objectif, donc on a ce protocole P, et on veut vérifier une propriété de sécurité phi. Donc le problème, il est de montrer que pour tout attaquant, A en parallèle avec P satisfait phi. D'autres l'ont mentionné, c'est un problème, Steve, dans l'exposé précédent. Il y a aussi une quantification sur l'attaquant. Alors le problème, c'est qu'est-ce que c'est l'attaquant ? Donc ça, c'est le problème numéro 2 en ordre d'importance. Qu'est-ce que c'est l'attaquant ? Parce qu'on veut faire des preuves formelles. Donc les preuves formelles, évidemment, il faut que l'attaquant soit formalisé. Alors là, j'ai mis théorème de Shannon. Bon, ce n'est pas vraiment le théorème de Shannon, mais disons, en gros, je détourne un peu le théorème de Shannon, qui me dit, en fait, ça ne peut pas être vrai pour tout attaquant. Il faut restreindre l'attaquant. Bon, je détourne un peu. Hein. Si vous me demandez des précisions, je les donnerai. Donc il faut des restrictions. Alors il y a plusieurs restrictions qui ont été proposées. Attaquant symbolique, donc je ne vais pas détailler ce que c'est. Attaquant calculatoire, donc qui est un peu plus précis, donc pas détailler non plus ce que c'est. Donc c'est des modèles d'attaquants. Attaquant qui a utilisé des canaux auxiliaires, donc avec plus ou moins de matériel, ou des attaques qui utilisent aussi une attaque physique, par exemple, sur une carte, etc. Donc on peut imaginer plein de choses. Vous pouvez imaginer aussi que l'attaquant, vous avez mis votre mot de passe dans votre bureau, il a la clé de votre bureau, il rentre, il prend le mot de passe. Hein. C'est aussi des attaques aussi simples que ça existe aussi. Donc quel est le modèle de l'attaquant ? Ça, c'est le deuxième point. Alors, par exemple, alors là, j'ai pris cet exemple, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai remplacé le ou exclusif ici, qui était la source de mon attaque, par une paire. Au lieu, alors c'est un tout petit peu plus coûteux pour la carte, mais au lieu de hacher le ou exclusif, je hache la concaténation des deux. Est-ce que ça garantit l'authentification ? Est-ce que là, maintenant, j'ai fait une toute petite modif, est-ce que c'est sûr maintenant ? Et là, le problème, c'est que ça dépend ça dépend ce qu'on fait comme hypothèse. C'est-à-dire, ça dépend des capacités de l'attaquant, ça dépend quel modèle d'attaquant j'ai pris d'abord. Si c'est un attaquant symbolique, oui, c'est sûr. Je peux vous le dire, c'est sûr, si on prend un attaquant symbolique. Si je prends un attaquant calculatoire, donc ça veut dire qu'il a des ressources polynomiales, ça dépend à ce moment-là des propriétés de la fonction de hachage qui est là. Voilà. Il faut qu'elle ait des propriétés pour que... On ne peut pas prendre n'importe quelle fonction de hachage, qui est assez naturelle. Voilà, donc OK. Donc oui, nous pouvons faire des preuves de sécurité. Donc ça, c'était les deux principaux problèmes. Hein. Nous pouvons faire des preuves de sécurité, mais relatives. Voilà, relatives, c'est-à-dire en faisant des hypothèses, soit sur l'attaquant, soit sur les primitives, soit ou les bibliothèques. De manière générale, alors par exemple, donc il y a deux exemples typiques. En cryptographie aussi, il n'y a pas eu personne n'a montré de preuves cryptographiques, mais les preuves dans le modèle d'attaquant calculatoire se font par des jeux cryptographiques qui disent la chose suivante. Si on en a entendu parler, les cryptographes nous en ont parlé, hein, ils nous disent ça repose sur la difficulté du logarithme discret, de la factorisation, etc. Et donc le jeu cryptographique, il va montrer il va transformer des jeux, un jeu dans lequel l'attaquant A casse ma primitive, okay, et ce jeu dans lequel il casse ma primitive, on va le transformer, on va construire à partir de là un attaquant B qui lui va résoudre un problème qui est réputé très difficile, par exemple le logarithme discret. Donc si je le formule de façon positive maintenant, si je fais l'hypothèse que mon problème est vraiment difficile, alors il n'y a pas d'attaquant calculatoire contre ma primitive. Donc cette preuve-là, je peux la faire. Alors,
on peut aussi faire des hypothèses sur les bibliothèques et attaquants et prouver que mon protocole est sûr avec ces hypothèses sur les bibliothèques et attaquants. C'est le même principe. Donc, ce que j'ai écrit en rouge, c'est ça qu'on fait finalement, c'est on fixe un cadre d'utilisation précis dans lequel la sécurité est assurée. On fait des hypothèses sur les bibliothèques, donc c'est pas tout à fait, on peut prouver, on est obligé de faire des hypothèses, mais qui sont assez raisonnables quand même. En général, bon là, problèmes réputés difficiles, c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis 20 ans, voilà. Alors, là j'ai listé les outils, mais je vais sauter peut-être si le temps ne me permet pas. Donc, il y a des outils automatiques donc, dans différents modèles. Donc, ça, c'est dans le modèle symbolique. Ça, c'est dans le modèle calculatoire. Et il y a aussi des outils, par exemple, Pablo qui ici a développé des outils pour les attaques canaux auxiliaires. Donc voilà, il y a des outils, mais dédiés pour un certain type d'attaquants. Et moi, mon sujet de recherche, c'est je veux faire de la preuve pour des familles d'attaquants. Voilà. Je vous dis juste mon sujet de recherche dans cette dernière ligne. C'est en développement. Voilà. Alors maintenant, pour résumer, je voudrais redire comment je réponds à la question posée. Peut-on faire des preuves de sécurité? Et ce n'est pas seulement des communications, je pense que ça s'applique aussi à d'autres applications que les communications. Bon, la première chose, c'est qu'il faudrait ne pas cacher les programmes protocoles, sinon je ne peux pas faire la preuve, évidemment. Si je ne connais même pas le programme, je ne peux pas faire la preuve, c'est sûr. Et les preuves sont possibles, mais relatives à des hypothèses sur l'attaquant ou sur les bibliothèques utilisées. Voilà. J'ai mis ces considérations dépassent le cadre des protocoles. J'ai fini. Très bien, merci beaucoup Hubert. Donc on a le temps pour prendre quelques questions dans la salle. Dans votre démonstration pour ouvrir la porte, comment prouvez-vous que le nombre aléatoire créé est un nombre aléatoire? Ok, donc là, je reviens à la conclusion. On a des hypothèses précises sur l'attaquant et les bibliothèques utilisées. Donc je vais faire des hypothèses sur la bibliothèque utilisée pour engendrer le nombre aléatoire. Alors, à vous de me dire qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse. Ça dépend de la bibliothèque que vous utilisez. Voilà. Donc effectivement, dans ma preuve que j'ai faite moi, disons, j'ai juste expliqué quelle était l'hypothèse que je faisais sur la bibliothèque. De toute façon, c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir quelles sont exactement les hypothèses utilisées. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc qui était quand même qui va contre moi, mais qui est important, c'est que c'est arrivé dans le passé on donne des programmes, des protocoles, on fait une preuve, et puis plus tard, il y a quelqu'un qui montre une attaque. C'est embêtant. Alors, est-ce que c'est le système de preuve qui est à mettre en cause? Non. C'est le système de preuve qui ont des hauts niveaux de confiance. C'est juste que ce n'est pas dans le même modèle. Donc, ils ont fait... c'est un autre modèle d'attaquant. L'attaque, elle arrive dans un autre modèle d'attaquant. Donc, ce qui est important, c'est de dire exactement qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse sur les primitives utilisées. Et en particulier, ici, si on engendre un nombre aléatoire, qu'est-ce que je fais comme hypothèse sur l'algorithme qui engendre ce nombre aléatoire? Il n'est pas parfaitement aléatoire, mais bon, est-ce qu'il est suffisamment proche d'un nombre aléatoire? Et c'est ça que je vais mettre comme hypothèse. C'est-à-dire je vais faire l'hypothèse, en gros, qu'un attaquant ne peut pas le distinguer d'un nombre aléatoire. Voilà. Et ça, peut-être que ma bibliothèque ne le satisfait pas. D'autres questions? Oui, conformément à ce qu'on a dit hier, en fait, vous faites la preuve, mais vous faites la preuve sur des hypothèses. Oui. Alors clairement, si effectivement on teste un paquet d'hypothèses avec des outils d'automatique et tout, on va augmenter la sécurité des protocoles, ça c'est clair. Par rapport à une solution, on ne teste rien. Mais on n'a jamais la garantie que toutes les hypothèses sont celles qui effectivement seront dans la vie réelle. Non, alors ça, on découpe le problème en morceaux. D'accord ? On va montrer sous ces hypothèses, je sais faire ça. Après, on va faire bibliothèque par bibliothèque. Voilà, je prends ma bibliothèque. Est-ce que j'ai bien un algorithme de génération des nombres aléatoires qui satisfait l'hypothèse que j'ai? Alors là, on fait des preuves pour ça. On peut faire des preuves. Okay. Donc on découpe le problème en morceaux. Et de toute façon, effectivement, à la fin, on va quand même si
je veux faire la preuve que ma fonction de H est collision resistant. Bon, et que ça suffit à justifier mon hypothèse qui est là, que j'ai faite par exemple ici, ce serait que je ne peux pas distinguer le haché du haché d'un nombre aléatoire, par exemple. OK. Bon, ça, je vais le faire en supposant que c'est collision resistant. OK, collision resistant, peut-être que votre implémentation, elle n'a pas cette propriété-là. Donc là, c'est encore une autre chose à faire. Mais au moins, on sait exactement ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on a comme hypothèse. Et ça, c'est essentiel, je crois. Ouais. Oui, une question ici. Oui, tu dis que tu fais des hypothèses comme par exemple la difficulté de tel problème, et ça ressemble à separation of concern, donc j'ai un contrat, toi tu t'occupes de la difficulté de ça, et moi je m'occupe du reste. Oui. Mais il y a aussi autre chose, il y a le fait, quand on modélise, quand on fait une abstraction, et on oublie beaucoup de détails de la vie réelle. Donc par exemple, tes attaquants, même s'ils ont des capacités calculatoires, tu vas dire, ils peuvent calculer tout ce qu'ils veulent, mais ils n'auront pas accès au temps réel, par exemple. Ils n'auront pas accès à des choses. Et toutes les attaques par canaux cachés, ça montre bien que les abstractions qu'on fait, des fois, elles oublient vraiment beaucoup de détails. Alors, OK, donc là ce que tu me demandes, c'est, je ne sais pas si c'est ça que tu me demandes, mais qu'est-ce que je fais exactement ici pour utiliser des familles d'attaquants? Non, c'est pas ça? Bon, il y a deux problèmes. Bon, OK, donc si c'est pas ça, je ne vais pas me... Il y a deux problèmes. Effectivement, après, dans le code qui implémente le protocole que j'ai décrit en 2 lignes, peut-être que ce code, il fait autre chose. Donc ça, c'est aussi l'hypothèse, bien sûr, que le programme fait ce qui est écrit là. Donc ça, c'est une autre... Ce que je disais, c'est aussi une partie qu'il faut évidemment vérifier. Steve mentionnait des attaques sur TLS, je crois, et il y en a effectivement qui utilisent juste des erreurs d'implémentation, où il va y avoir des débordements de buffers, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, c'est une autre partie. Mais mais on le fait pièce par pièce, quoi, cette vérification. Après, l'histoire là où je vais essayer de m'abstraire au minimum, c'est que je vais donner un énoncé simple, ce qui me dit quelles sont les hypothèses que je fais. Et après, à charge de ceux qui réalisent mon protocole ou qui réalisent les bibliothèques cryptographiques, de vérifier cette partie. Donc, la puissance de l'attaquant est donc évidemment une question très importante. Tu en as donné quelques classes. Il me semble que, par exemple, l'attaquant par canaux cachés est plutôt récent, dans l'histoire. Et est-ce qu'on peut imaginer un attaquant universellement puissant parce qu'on sent bien qu'on oublie des choses, comme le dit Philippe. Peut-être qu'il y a plus qu'un attaquant à canaux cachés, un attaquant, je ne sais pas, quantique, ou un attaquant whatever. Ouais. Comment elle peut se satisfaire de où est-ce qu'on veut s'arrêter et tout ça. Voilà. Alors, là, c'est vraiment mon projet. C'est-à-dire que là, ce que je veux, c'est ne pas fixer de modèle d'attaquant. Donc, ce que je veux fixer, c'est les propriétés qui sont satisfaites par mes bibliothèques en fonction... Alors, elles sont satisfaites dans le modèle d'attaquant que toi, tu choisis. Okay, et à toi de le vérifier, d'accord? Moi, je pars juste de ces hypothèses-là. Donc, c'est quelque chose de modulaire. Peut-être qu'après, on va avoir un attaquant quantique, mais ça ne me gêne pas s'il satisfait toujours... les hypothèses que j'ai faites sont toujours valides avec un attaquant quantique. Donc, évidemment... En général, il va y avoir des propriétés qui vont être satisfaites avec un attaquant, par exemple, symbolique et pas calculatoire, etc. Donc là, bien sûr. Mais ce que je voudrais, c'est ne pas fixer. C'est dire exactement quelles sont les hypothèses que je fais sur l'attaquant. En fait, ce que je fais, c'est quelles sont les hypothèses sur ce que l'attaquant ne peut pas faire. Voilà. L'idée, c'est que je exprime qu'est-ce que l'attaquant ne peut pas faire. Et à partir de là, on dérive une preuve de sécurité. Okay, donc si l'attaquant... qu'il soit quantique ou pas, il ne peut pas faire effectivement ce que j'ai spécifié qu'il ne pouvait pas faire, il n'y a pas de problème, ma preuve reste valide. Tu disais que les exposés qu'on a eus étaient finalement, pour beaucoup d'entre eux, très négatifs en fait. Ouais, est-ce que finalement... ressenti, peut-être que vous n'avez pas eu cette impression. Est-ce que finalement,
Bah oui, mais est-ce que finalement ça ne reflète pas la difficulté d'identifier les hypothèses dont tu parles? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois pas que c'est. Je dis pas que c'est évident d'identifier les hypothèses, mais en général, depuis 2 ans que je fais ça, les hypothèses, on arrive à les identifier. Voilà. Donc c'est pas. Je crois pas que ce soit si difficile. Non, le pessimisme, il vient du fait qu'il y a que le développement des applications qui ont besoin de sécurité est beaucoup plus rapide que le développement de la recherche. C'est ça qui donne ce sentiment de pessimisme, je crois. Mais je crois qu'il y a quand même un champ d'application à la recherche qui est intéressant. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, le protocole qui est développé ensuite, il ne peut pas rester dans le vide, il est mis quelque part, il est mis sur un système, qui soit logiciel, matériel, etc. Et on s'aperçoit finalement que de plus en plus, on a des canaux auxiliaires auxquels on n'avait pas pensé. Oui. Donc depuis les années 90, on travaille sur tout ce qui est hardware, mais on s'aperçoit aussi que de plus en plus, il y a des attaques au niveau du cache du processeur, par exemple. Ouais, en fait. ouais. Et je pense que c'est là vraiment une difficulté, c'est finalement ces hypothèses, quelles sont-elles en fait, hein. Ouais. Je crois que c'est là un point important sur lequel il va falloir travailler dans le futur. Absolument. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Hubert.